Alors, puisqu'il y a des nouveaux à chaque fois et on les salue très cordialement, les 21 rencontres, c'est très simple, hein, ce n'est pas une conférence, c'est une rencontre. L'idée, c'est une personne, un parcours, un propos. Et là, vous êtes gâtés, chers amis, ce soir, puisque nous avons trois personnes, trois parcours, trois propos et trois manières de pouvoir croiser les regards sur un sujet qui visiblement intéresse pas mal de monde, qui est la Chine. Alors, toujours la même chose que d'habitude pour ceux qui sont habitués. Nous aurons une partie d'échange entre nous, une partie d'explication des différents intervenants. Et puis après, évidemment, la conversation ira bon train. Elle ira bon train comme nous le souhaitons, avec les échanges et les questions que vous souhaiterez poser le cas échéant. Alors, je rappelle qu'au cours de ces 21 rencontres, nous avons des personnalités extrêmement variées et des sujets très variés aussi. Nous avons traité de culture il y a peu avec un chanteur, nous avons traité de sérénité avec une sophrologue, nous avons traité de maintien de l'ordre et de police avec un commandant de police. Nous traiterons la semaine prochaine d'un sujet fort intéressant qui est l'écriture inclusive et la féminisation de la langue française avec une linguiste notamment, mais pas que. Vous verrez, ce sera également un bel échange. On a eu le pôle Nord, on aura le chocolat, on aura y compris un philosophe israélien, etc., etc. Et vous découvrez tout cela au fur et à mesure, soit en recevant la lettre d'Unifpop que vous pouvez demander par courriel, soit sur les réseaux sociaux. Tout ceci en attendant de pouvoir nous revoir tous en présentiel, puisqu'à un moment donné, nous serons tous en présence et que tous les intervenants des rencontres, des 21 rencontres Unifpop se rencontreront le même moment, à un moment donné, pour que nous fassions la connaissance avec chacun d'entre eux. C'est le deal que nous leur avons donné depuis le début et jusqu'à présent. Tout le monde était d'accord. Alors, pourquoi la Chine ce soir? Parce que c'est difficile de ne pas en parler. Parce qu'on entend parler de la Chine tout le temps, on en a beaucoup parlé cette année. Ce qu'on entend n'est pas nécessairement toujours fiable et nous avions tenu à avoir trois regards sur la Chine qui nous sont proposés par nos trois intervenants que je vais présenter. C'était pas possible de comprendre le XXe siècle quand on ne comprenait pas un pays comme les Ah oui, États-Unis. ça y est, je vois du monde, c'est bon. Ça n'est pas possible non plus de comprendre le XXIe siècle Oh, mais s'il c'est n'y a celui qui pas parle, qui parle, un qui parle, petit là, éclairage. Alors, ce que je vais proposer à qui parle trop. Liliane notamment, c'est d'éteindre bien le Je vais micro, juste couper hein. le micro parce que… On ne met pas son micro de façon à ce que ce soit les personnes qui parlent qui mettent le micro et on mettra le micro ensuite lorsqu'on demandera la parole. Voilà, coupez bien votre micro s'il vous plaît. Bien, alors, on est dans la Chine, nous, à Unifpop, depuis un an, sauf qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. En fait, au tout début du Covid, nous aurions dû être en voyage de reconnaissance à Chengdu et à Hong Kong pour pouvoir préparer justement une vitamine B comme balade qui sera fait un jour et qui sera un voyage en Chine avec un certain nombre d'unifpopistes pour aller voir directement sur place. Le principe de ce soir, c'est le principe du confinement, du couvre-feu. Finalement, nous tardons à retourner au monde, eh bien, nous le faisons venir à nous de façon à pouvoir justement échanger avec nos amis. Et on va à la source et puis on vous mettra des ressources après. Alors, on a trois personnes qui sont avec nous. Je les présente brièvement et puis ensuite on les connaîtra un petit peu mieux. La première, c'est Zhong. Zhong, qui s'écrit Rong, vous avez vu, bonsoir Zhong. Zhong est chinoise, elle est médecin ORL dans son pays et elle est arrivée en France où elle a d'autres activités depuis un certain temps et elle nous parlera peut-être de ses activités, mais elle aspire à la fois à parler de la Chine et à retourner dans son métier d'origine qui est le métier de médecin et c'est pas facile pour un médecin chinois, même parfaitement diplômé
et même parfaitement spécialiste, ce qui est son cas, de pouvoir se retrouver ensuite en position alors que nous avons, nous, tant besoin de soignants et de médecins. Wen, c'est la deuxième. Wen est également quelqu'un qui habite en Savoie à l'heure actuelle, qui est professeur, qui est entrepreneur freelance, qui vient de Xi'an. Elle nous expliquera peut-être que c'est la capitale historique de l'Empire chinois. Et elle a des occasions très fréquentes de travailler avec la Chine, puisqu'elle travaille dans l'import-export. Mais je dirais, elle a aussi l'occasion beaucoup de travailler avec la France. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au moment où nous souhaiterons leur poser un certain nombre de questions sur les différences éventuelles, ben justement, ça sera possible également de nous parler par miroir de notre pays. William, et bonsoir à William également. William, eh bien, lui, c'est exactement l'inverse. William Guibaudot, qui est professeur d'anglais au départ et qui a fait plein de choses à droite et à gauche dans le monde, mais qui est actuellement chef d'établissement en Savoie. William dirige le Collège Saint-Paul à Saint-Paul-sur-Isère et c'est quelqu'un qui a vécu par 2 fois en Chine. Il a vécu en Chine en 2003 et il a vécu à nouveau en Chine en 2012. Il a donc vu un pays, ou plutôt 2, à moins que ça soit 100, puisque la réalité de 2003, visiblement, n'a rien à voir avec la réalité de 2012, qui elle-même, visiblement, n'a rien à voir avec celle de 2021. Donc, on va faire connaissance avec les 3 de façon un petit peu originale, vous allez voir, et puis on écoutera les uns et les autres nous parler de ce qu'ils ont envie de nous raconter, et puis on échangera avec eux ensuite. La question que je vais leur poser à tous, c'est, j'aurais pu leur dire tout simplement, écoutez, allez, ce soir, on a envie de connaître un peu plus la Chine, on a envie d'aimer la Chine, alors on va leur faire ce qu'on appelle un petit questionnaire de Proust, c'est-à-dire qu'on va leur demander de répondre à quelques questions qui vont nous permettre de les connaître un peu mieux. Première question à nos 3 intervenants. Quel est votre lieu préféré en Chine? William, tu commences. Quel est ton lieu préféré en Chine? Je vais mettre mon micro, ça sera mieux, je pense, pour la conférence. Bonsoir à toi. J'avais donc commencé en disant que ce serait trop simple, hein, parce que s'il n'y en avait qu'un, voilà, donc il faut que je choisisse. Alors, tu m'avais un petit peu préparé, hein, donc un lieu qui, en réfléchissant, m'a vraiment marqué et m'a tout le temps fasciné, c'est le bazar de Wuhan. Donc, le bazar de Wuhan, c'est cet endroit dans la ville qui grouille absolument de toutes les marchandises qui partent finalement partout dans le monde, de la petite perle pour faire des bracelets, au tissu, absolument tout en fait. Voilà, tout ce qu'on peut trouver, tous les produits qu'on peut trouver en Europe et partout dans le monde. Et ce lieu, il est magique parce qu'il grouille, parce qu'on voit, on voit une activité débordante. Et moi, j'adorais en fait me poser au milieu de ce bazar et de prendre des photos. Voilà, de prendre des photos de porteurs, des porteurs avec leurs petites remorques à main qui transportent des quantités incroyables. C'est une véritable fourmilière. Et puis, c'était aussi un lieu assez étonnant parce que il vit au rythme des fêtes qu'on célèbre dans le monde, telles que Noël, Halloween, etc., alors que ces mêmes fêtes n'étaient pas forcément fêtées en Chine, en tout cas pas en 2003. Ça s'est beaucoup plus démocratisé et la mondialisation finalement a atteint à nouveau la Chine par répercussion. Mais donc, on pouvait aller là-bas juste avant Noël et trouver des sapins de Noël en plastique, toutes les décorations de Noël qu'on trouve dans de grandes surfaces ici. Donc voilà, c'est. Alors, comme on est par Zoom, en fait, tu vas avoir la salve de questions tout seul, et puis après, on la posera à Jong et puis à Wen. Donc, je continue les Okay. questions. Et quel était ton moment préféré de l'année en Chine? Mon moment préféré de l'année. C'est une bonne question, ça tu m'as pas préparé. Mais sinon, je peux t'en poser d'autres, hein? Non, c'est très bien.
Je pense que c'était tout ce qui était autour du Nouvel An chinois, parce que autant il y a eu cette évolution effectivement, hein, mais dans notre première expatriation en 2003, c'était vraiment le moment de l'année où les gens bougeaient en Chine, aller voir leur famille. C'est vrai que c'était plus la même chose en 2018 où il y avait plus de vacances, c'était plus réparti, les gens avaient plus finalement, je ne sais pas exactement comment ça a évolué, mais avaient plus l'opportunité de partir en vacances et d'aller dans leur famille. Mais tout au début, c'était vraiment le moment de l'année où la Chine, les villes se vidaient, les gens repartaient dans leur famille, dans leur campagne, où les trains étaient bondés. Enfin, c'était un moment Allez, d'effervescence. fais-nous rêver un petit peu avant le repas. Quel était ton plat préféré en Chine? Alors, mon plat préféré, c'est pareil, hein, c'est très difficile. Il y a un plat que vraiment j'adorais, c'était donc, déjà à savoir qu'en Chine, on peut très, très, très facilement voir, c'est même le mode de vie, on mange dehors, on mange dans la rue toute l'année. Il y a des petits boui-boui, des petites boutiques de tout ce qu'on veut. Voilà, et les gens, finalement, cuisinent très peu et prennent souvent des choses, soit sur le pouce, sur le trottoir, soit à emporter, à manger à la maison. Mais voilà, les gens cuisinent très peu. Et donc, les restaurants et tout ça. Et moi, ce que j'adorais, c'était un petit restaurant ouïghour qui font des pâtes. Donc des pâtes, déjà, c'est des pâtes qu'ils vont faire devant vous, c'est-à-dire qu'ils travaillent une pâte, etc. Et puis ils les tirent, et ça fait des longs. Donc ils vous font des spaghettis sous vos yeux, comme ça, de façon assez magique. On se demande comment ils font tout ça. À savoir que la pâte, il faut qu'elle soit travaillée de façon vraiment dans les règles de l'art. Parce que sinon, alors nous on s'y essayait d'ailleurs en 2006 avant de repartir pour la première fois, on était dans un petit restaurant dans lequel on allait très souvent. On lui avait demandé de nous apprendre à faire ces pâtes-là. Donc bon, on n'était pas très dégourdis, mais donc ce sont des pâtes qui fabriquent sous nos yeux. En fait, les pâtes que moi j'adorais, c'est dans un bouillon avec un bouillon de viande avec de la coriandre. Et voilà, ça se mange très très chaud, un petit peu épicé si on veut. Il nous demande si on met un œuf dessus ou pas. Et c'est vrai que c'est un plat idéal à manger tout l'hiver, on va dire, quand on mange dehors dans la petite boutique qui est ouverte à tous les vents. Bon, Donc ben, on est tout écoute, emmitouflé. tu as commencé à nous faire rêver, c'est formidable. On te garde les autres questions pour après, puis on va poser exactement les mêmes à Jong. Jong, quel est ton lieu préféré en Chine, toi? Alors, il y a toujours la petite différence de temps entre le fuseau horaire de ceux qui sont à Albertville, ceux qui sont comme moi dans le sud de la France, ceux qui sont à Bruxelles, il y en a, oui. Jong, quel est Oui, ton lieu préféré en Chine? euh, oui, c'est ma Bonsoir ville, d'abord. c'est ma ville, quoi, c'est ma ville, c'est Zhengzhou, c'est pas très loin du Wuhan, voilà, c'est ma ville. Je Et alors, suis qu'est-ce que tu aimes comme lieu particulier dans ta ville? chez moi. Où est-ce que tu nous emmènes? Est-ce que tu nous emmènes sur la place centrale? Est-ce que tu nous emmènes au marché? Est-ce que tu nous emmènes dans un salon de musique? Je ne sais pas. Enfin, moi, euh, la marché de nu, le marché de nu, le marché de nu. Le marché de nu, c'est quoi ça? Bah, c'est le soir, on a du marché dans la nuit, quoi. Ah, le marché de nuit, d'accord, bah, Ouais. super. Bon, et ton moment préféré de l'année, est-ce que c'est comme pour William le Nouvel An chinois ou est-ce que tu en as un autre? Oui, c'est Nouvel An chinois. Et alors, qu'est-ce que tu fais de spécial au Nouvel An chinois qui te plaît particulièrement et que tu voudrais partager avec le public? C'est souvent c'est dans la famille, c'est avec la famille, hein. On voit tous les cousins, cousines, voilà, et puis voilà, cousins, cousines, tonton, tata, enfin, Bon, et ton plat préféré, dis donc, parce que tu nous as fait pour une IFPOP des raviolis chinois. Ils étaient délicieux d'ailleurs, hein, on va leur dire à tous. Mais c'est quoi ton plat préféré à toi? oula, très difficile à dire parce qu'il y en a plein.
Mais alors, je dirais traditionnellement, je préfère les raviolis. Alors, tu les fais comment, les raviolis? Qu'est-ce que tu mets dedans? Ben, selon les, enfin, en général, chez moi, hein, enfin, dans ma province, c'était la ciboulette de Chine avec la viande ou bien avec les omelettes, enfin, les œufs, quoi. C'est les deux, voilà, c'est les deux fax que je préférais. Mais en France, difficile à trouver la ciboulette, les ciboulettes de Chine. Moi, j'ai utilisé les courgettes. La dernière fois qu'on a fait, c'est quoi? C'est courgettes ou les navets ou... Ah, la dernière fois, on a fait des raviolis, mais on avait mis de la viande dedans et Oui, c'était oui, oui. très, très bon. Ouais. Oui, c'est la viande mélange avec les... La dernière fois, on a fait le, c'est les quoi? C'est le céleri, c'est ça? Je ne me rappelle plus. Ouais, je crois qu'il y avait du céleri effectivement dedans. Et puis, est-ce que, alors, on va poser la même question à Wen, puis après tu verras, il y en aura une spéciale pour toi et une spéciale pour les autres. OK. Wen, à toi, quel est ton lieu préféré en Chine? Bonjour à tous déjà. Alors, mon lieu préféré, en fait, je viens de Xi'an, c'est ma ville natale. Alors, dans ma ville, il y a un endroit, ça s'appelle quartier de Hui. C'est un quartier comment dire, d'ethnie minoritaire et c'est des musulmans chinois. Alors, c'est un centre-ville de Xi'an. Et là-bas, là-dedans, on trouve, en fait, c'est une croise de culture, des populations, et il y a plein d'harmonies et plein de petits objets traditionnels. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de petites boutiques de nourriture de rue. Et dans ce quartier-là, comme c'est musulman, on mange que de la viande de bœuf, donc c'est halal. Et chez moi, on habite pas très loin de là-bas. Du coup, j'ai grandi dans ces quartiers. Je y vais souvent manger là-bas et passer des bons moments avec des copains, copines, manger des petits plats ensemble. Donc, j'ai plein de bons souvenirs de là-bas. Et chaque fois que je retourne en Chine, c'est le premier endroit que je vais visiter et me régaler. Alors, on va changer pour toi la deuxième question. Ce ne sera pas le moment préféré de l'année parce qu'on aurait peur que tu nous parles du Nouvel An chinois aussi. On va te demander Oui. si est-ce que tu as un objet que tu trouves particulièrement intéressant, qui est un objet chinois? Moi, je pense au boulier, mais je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un objet particulier qui te paraît, auquel tu es attaché? J'ai un objet que j'attache énormément, c'est mon petit collier en jade de Bouddha. C'est mon père qui m'a offert depuis que j'étais toute petite. En fait, ça me porte bonheur et j'ai toujours ça, souvent ça sur moi, que ça me protège et ça me fait chaud au cœur de la part de ma famille. Bon, et tu as encore deux questions, donc la prochaine est plus difficile. Est-ce que tu as un coup de cœur que tu as envie de faire connaître au public, c'est-à-dire, je sais pas, une coutume, une œuvre d'art, une invention, quelque chose qui te paraît vraiment spécifiquement chinois et que tu aurais envie de faire connaître à tout le monde? Alors, les objets chinois spéciaux que je peux proposer à tout le monde, je rapidement, je n'ai pas une invention. Rapidement, Mais ça ne vient pas. t'inquiète pas, on y reviendra. Et j'en ai une beaucoup plus facile parce qu'elle s'adresse à tous les trois et elle va permettre de commencer un petit peu, d'aller plus profond. Chers amis, donc Zhong et Wen qui vivaient en France, cher ami William qui a vécu en Chine mais qui à l'heure actuelle n'y est plus, qu'est-ce qui vous manque le plus de la Chine, tous les trois? Allez, vous n'avez pas le droit de dire votre famille, hein. Euh, Personnellement, ce qui me manque le plus, c'est la joie de vivre ensemble en Chine. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du quartier. On a beaucoup de rencontres, soit la journée, soit les soirées.
C'est ce qui me manque le plus de Chine. Et toi, Jong, est-ce que tu vois quelque chose qui te manque particulièrement? Ne me dis pas le basilic, la ciboulette chinoise, on va tâcher de t'en rapporter. Hein, donc, si, j'ai déjà sémé dans le jardin. C'est bon là. Alors, c'est l'ambiance chinoise. Alors, c'est quoi l'ambiance chinoise? C'est difficile à dire, mais dès que je descends l'avion, je sens c'est chez moi. Alors, essaye de nous la décrire un petit peu, puis on demandera à William d'aller plus profond là-dedans aussi. Je ne sais pas, est-ce que c'est la manière dont les gens se saluent? Est-ce que c'est la manière dont les gens se côtoient? Est-ce que c'est les thèmes dont on parle? C'est quoi l'ambiance chinoise pour toi? C'est dynamique. Oui, dynamique, puis gentillesse. Et tu arrives à parler avec des gens que tu ne connais pas dans la rue, par exemple? Oui. Facilement? Oui. Ouais, surtout quand on est avec les enfants, on peut parler toute la journée dans la rue, même on ne connaît pas les gens. Ben oui, bien sûr. Ouais. Écoute, on passe à William. William, c'est quoi ce qui te manque alors? Parce que toi, tu as vécu 2 fois, tu as été privé de Chine 2 fois. Qu'est-ce qui te manque désormais? Eh bien, c'est marrant parce que ce qu'elles ont dit, finalement, ça recoupe ce qui me manque. Moi, ce qui me manque, c'est de ne pas être surpris. En Chine, on est tout le temps surpris, en fait. Il se passe tout le temps quelque chose et ça rejoint ce que Jong et Wen disaient sur le dynamisme, sur cette ambiance. Il se passe tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps un vélo qui débarque avec un chargement qui ne rentrerait pas dans votre kangou. Et là, il est sur le vélo, tout ce chargement, un frigo, etc., une échelle en travers. Et ça, c'est normal en Chine, mais c'est vrai qu'avec un œil extérieur, on se dit, mais comme on n'aurait jamais pensé faire ça. Moi, c'est aussi être surpris. On se promène dans la rue, on est sur le trottoir, et là, il y a tout le staff du restaurant qui est en train de faire une chorégraphie, chanter et danser ensemble avant de prendre le service. Qui nous paraîtrait complètement exubérant en France, mais qui est plus que normal en Chine. Et du coup, d'un regard extérieur, c'est fascinant, en fait, c'est génial. C'est être dans un parc et voir un rassemblement de mariés. Quand je dis un rassemblement, c'est 20 ou 30 couples qui viennent prendre des photos de mariage parce que c'est un bel endroit. Et c'est être dans un parc aussi et puis voir un papy qui fait de la calligraphie avec un gros pinceau et de l'eau, un truc éphémère qui disparaît petit à petit au fil du temps lorsqu'il écrit. C'est toutes ces choses-là, ouais. C'est une dynamique, il se passe tout le temps quelque chose, effectivement. C'est vrai qu'il y a aussi il y a beaucoup de monde en Chine, il y a une effervescence tout le temps, et ça manque, effectivement, ouais. Bon, vraiment. Alors les amis, on va après vous demander de parler un petit peu de la Chine que vous avez envie de nous raconter. Moi, je vais redire quelques banalités avant, puisque il faut bien qu'on redise les banalités pour qu'ensuite vous puissiez nous donner un angle un peu différent. Alors, les banalités, c'est ce qu'on lit un peu partout, puisque la documentation ne manque pas. Bon, la Chine, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça ressemble à la Savoie, en un peu plus grand, 17 fois et demi la France, mais ça a la forme d'une poule de la même façon. Et le premier nom du monde, eh bien, c'est un nom chinois, c'est le nom Li, puisque en fait, il y a plus de Li que de Smith. Et c'est tout simplement parce qu'il y a très peu de noms de famille et qu'on se les partage avec 1,4 milliard de Chinois. Et c'est effectivement le pays le plus peuplé du monde qui pourrait être, dans les années prochaines, éventuellement détrôné en termes de population par l'Inde. Bon, en dehors de ça, c'est 90% des gens qui vivent sur 1/5 du territoire. C'est une croissance économique dont on n'ose même plus parler tellement elle peut faire rougir à droite à gauche.
c'est une population considérable à administrer, c'est la plus vaste migration humaine de l'histoire qui a été l'exode rural en Chine. C'était effectivement la plus grande migration de l'histoire. Et puis, c'est un lieu d'une très, très grande diversité, puisque si on regarde bien, en fait, il n'y a que 3% des terres chinoises qui sont habitables. Il y a 12% des terres qui sont arables, et ça veut dire qu'il reste une nature exubérante et une nature non découverte à certains moments, ou peu découverte, qui est absolument énorme. Alors, c'est aussi une histoire qui est une histoire phénoménale, puisque c'est la plus ancienne histoire écrite au monde, dans ce pays qui s'appelait le pays du milieu. Hein, et puis, c'est une diversité géographique qui va de la toundra subarctique jusqu'aux déserts les plus chauds du monde. C'est, comme tout à l'heure, on a commencé à le sentir dans le propos de nos amis, une mosaïque de minorités. Il y en a plus de 50 qui sont relevées officiellement, mais avec 80% de Han, c'est-à-dire de gens qui sont l'ethnie chinoise la plus représentée. Bon, je pourrais continuer de façon longue, mais peut-être pour se rendre compte du fait que nous n'aurons pas le temps ce soir de faire le tour de tout ce qui concerne la Chine, c'est de se dire que la première dynastie, si on voulait parler de l'histoire chinoise, la dynastie des Xia, eh bien, c'est une dynastie dont on a commencé à parler au 21e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 18e siècle avant Jésus-Christ, ce qui nous montre bien l'épaisseur de l'histoire chinoise. Bon, après, en matière de trouvailles, puisqu'on parlait d'invention tout à l'heure, on va se souvenir de la boussole, de l'imprimerie, du papier, de la soie, de la poudre à canon, de la fonderie de fer et d'acier, etc. Mais c'est aussi un certain nombre d'inventions récentes sur lesquelles on reviendra peut-être, avec certaines choses en intelligence artificielle et en robotique, avec un certain nombre de choses en reconnaissance faciale notamment, qui passionnent beaucoup les médias français, etc., etc. Et juste peut-être pour faire le parallèle entre une histoire que nous connaissons bien, hein, puisque nous sommes allés pour la plupart à l'école en France, vous vous souvenez de Saint-Louis, eh bien, au moment de Saint-Louis, on faisait de la porcelaine en Chine. Et la porcelaine, nous, en Europe, nous l'avons vue arriver en 1700. Et donc, il faut se souvenir finalement des rythmes différents auxquels ont vécu les différentes civilisations, et c'est probablement quelque chose sur lequel nous reviendrons ensuite. Bon, on dira aussi, évidemment, puisque les médias n'arrêtent pas de le dire, que c'est le plus gros émetteur à l'heure actuelle de dioxyde de carbone dans le monde, mais c'est lié évidemment à la croissance énorme qui est la croissance chinoise que nous vivons à l'heure actuelle. Alors, après mes banalités, je souhaiterais donner la parole à chacun d'entre eux pour un petit moment, pour nous dire, allez, racontez-nous la Chine que vous avez envie de nous raconter et que peut-être nous ne connaissons pas tout à fait ou que nous connaissons mal. Qui veut commencer? Jean, tu veux commencer? Ou sinon, on demande à Wen et puis tu accrocheras derrière. Hein. Wen, qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur la Chine et que tu penses que nous devrions connaître? Alors, tout à l'heure, vous m'avez présenté que je travaille dans l'importation-exportation et je pense que j'ai un peu de choses à parler à propos de ça. Alors, je commençais à travailler dans l'exportation depuis 2009. J'étais dans une entreprise lyonnaise. Alors, j'ai aidé cette entreprise à créer une gamme de produits de BI, donc équipements de protection individuelle et tout ce qui est casque, chaussures, vêtements de travail, etc. Alors, vous savez, tous les produits importés de Chine ou quand on importe un produit en Europe, on doit avoir un marquage CE, etc. Donc, qui doit respecter certaines normes. Alors, donc, j'aimerais bien vous parler un peu de ce système-là et ce que je trouve qu'il y a beaucoup de défauts à l'intérieur.
Mais vas-y, tu as la parole. Hein, c'est ce Voilà. que tu choisis d'évoquer. Nous Oui, pourrons merci. ensuite te poser tout un tas de questions. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Donc, je vous raconte comment ça s'est passé. Donc, on cherche des fournisseurs en Chine. Ensuite, on va aller les visiter pour contrôler, pour aller visiter leurs conditions de travail, leur certification pour répondre aux normes européennes. Et puis, ce qu'on a remarqué, c'est le produit, quand on a un marquage CE. Ce marquage CE, il est basé sur une seule analyse des échantillons. Ce que vous voyez dans votre marché européen, ça se trouve, tous les produits qui sont importés en Europe, ce produit-là même, il n'est même pas contrôlé. Tous ces produits, on a le droit d'importer en Europe parce que l'usine, il a un certificat qui était analysé sur un seul ou plusieurs échantillons. Qui permet à certains importateurs qui se disent, voilà, je vais contrôler un papier, tous mes produits importés, ça doit être bon. Et cela permet à certaines entreprises qui trichent aussi à l'intérieur. C'est-à-dire, le produit peut-être même importé en Europe, il n'est même pas conforme. Donc, ce produit-là, quand c'est conforme, un côté, c'est le problème de produits de l'usine chinoise qui n'a pas respecté les normes qui étaient appliquées sur leur échantillon. L'autre côté, il y a aussi l'importateur européen ou importateur français qui n'a pas assez bien contrôlé, ou bien certaines entreprises, ils demandent le fournisseur tricher. Donc, c'est des choses que je ne trouve pas du tout normales. Voilà. Tu veux attirer notre attention là-dessus. Hein. Tu veux attirer notre attention comme consommateur, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, quand on reproche des produits, par exemple, moi aussi, je trouve certains produits qui sont présentent en Europe ou en France, qui sont vraiment, vraiment pas de qualité. En côté, je dis, c'est dommage qu'on a ce produit-là. Pourtant, en France, on paye énormément cher. Sur le marché chinois, même produit, on paye un très, très petit prix, qui peut être 10 fois moins cher qu'en France. Par exemple, les petits jouets, les enfants qui jouent, les petits jouets qu'on voit par exemple dans la rue, et c'est des jouets qui se cassent facilement, qui ne sont pas du tout de bonne qualité. À mon avis, ces produits-là ne sont pas normes CE. Ils ne devraient même pas importer en France. D'accord. Et donc, on va parler de façon plus générale, puis on pourra te poser des questions spécifiquement sur ce sujet-là. Okay. Puisque tu as sur le travail en Chine, qu'est-ce que tu peux nous en dire éventuellement? Toi qui travailles avec des Français, avec des Chinois, qu'est-ce que tu peux nous en dire qui pourrait éventuellement nous montrer la différence de culture dans ce domaine? C'est sûr, on a beaucoup de différences entre nous, non seulement une barrière de langue et aussi la façon d'être. Les Chinois, généralement, sont des personnes... des fois, on a tendance à être à l'aise, les Chinois. Et comment expliquer? Alors, les Français, quand on arrive en Chine, on a certaines façons, on est beaucoup plus rigoureux en face des Chinois. Donc, les Chinois, ils commencent à apprendre à l'habitude à travailler de cette manière, mais les Français, on a une certaine autre manière de préparer. Par exemple, en France, on a beaucoup de préparation de papier, les documentations, et c'est des choses que surtout les usines chinoises qui n'ont pas l'habitude de faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, tout à fait, mais on va te reposer des questions dessus et puis Jong donnera également un autre éclairage sur le même sujet si elle le souhaite et William aussi. Hein. Qu'est-ce qui peut marcher si je veux travailler avec des Chinois? Qu'est-ce qui marche bien dans la relation? Est-ce qu'il faut que je sois bien préparé? Est-ce qu'il faut que je sois sympathique? Est-ce qu'il faut que je sois… quelle est la recette? Je pense dans toutes les cultures, quand une culture différente se rencontre, c'est toujours le respect en premier. Quand on respecte, tout se passe bien, tout se passera bien. Et puis, à l'écoute de la personne qui explique
pourquoi je ne peux pas vous descendre le prix, par exemple. Ça, c'est les choses, première chose. Et le fournisseur va vous expliquer de quelle telle raison. Et puis, d'essayer de comprendre l'autre partie. Voilà. D'accord, bah écoute, merci pour cet éclairage. On va en avoir des tout à fait différents de nos deux autres interlocuteurs sur des sujets peut-être différents. William, à toi, qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous sur la Chine que tu connais? Je voulais faire un petit rebond, j'en profite. Alors c'est marrant parce que finalement, ça nous replongeait dans le bazar dont je parlais tout au début, tous ces petits objets, tout ce qui part partout dans le monde. Il y avait une petite phrase, pas sympa, mais qui rebondit quand même sur les propos de Wen. C'est alors à savoir aussi que les Chinois sont parfois leader sur certains produits, je crois, sur les drones, par exemple. Il y a une marque chinoise qui est d'une qualité parfaite et qui est leader mondial. Donc, ils savent faire des produits parfaits et excellents. Et il y avait quand même cette petite phrase, parce que c'est vrai que quand on rentrait du bazar en ayant acheté plein de petits jouets pour les gamins, plein de trucs électroniques qui traînaient par-ci et par-là, il y avait cette phrase qui disait « acheter chinois, acheter 2 fois ». Tout ça pour dire que très souvent, après aussi, on sait que quand on paye un produit vraiment pas cher, on ne va pas s'attendre à ce qu'il soit de très très bonne qualité, mais effectivement, le truc cassait très très rapidement et en fait, on se rendait compte qu'on pouvait acheter un truc X fois et que ça allait tout le temps être la même histoire au final. Donc effectivement, il y a aussi toute cette industrie un peu de pacotille d'entreprises, effectivement, avec, je pense, l'Europe qui joue parfois leur jeu, qui essaie de détourner certaines règles, qui essaie de faire des marges incroyables. Voilà. Donc, c'était un petit rebond sur ce que Wen nous Alors, disait. tu as le droit d'évoquer d'autres sujets, hein, puisque Non, bien sûr, bien sûr. Oui. Bien sûr, j'ai bien compris. Moi, ce que je voulais évoquer, c'était peut-être concrètement, en fait, quand je dis concrètement, c'est vraiment, c'est vraiment des choses très, très pragmatiques sur l'explosion de la Chine de 2000, comme moi je l'ai vécu en tout cas, des années 2000-2003 à 2018 quand on est parti, avec une petite pause au milieu, sur des points très concrets. Alors, je ne sais pas si je te l'ai évoqué avec toi, mais quand on est arrivé en 2003, donc, alors moi, c'est vrai que je ne me suis pas présenté sur mon côté chinois, mais on a passé donc, ces 9 ans en Chine, dans la ville célèbre, tristement un peu en ce moment célèbre de par le Covid, de Wuhan. Et Wuhan, donc, c'est une ville qui regroupe finalement 3 villes, Wuchang, Hankou et j'ai oublié la troisième. Et Hanyang, merci. C'est la partie dans laquelle on habitait. Et ces trois villes, donc nous, on était reliés Hanyang avec Hankou. Quand on est arrivé en 2003, on était reliés à cette ville par une route. Il y avait une route avec une voie de chaque côté. Très peu de voitures, voilà, c'était comme ça. Lorsqu'on a quitté en 2018, je ne vais pas faire tout l'historique, mais lorsqu'on a quitté en 2018, ces 2 mêmes villes étaient reliées alors par, on va dire, 3 réseaux déjà, c'est-à-dire 3 routes différentes de quelques kilomètres. Et chaque route, en fait, c'était 2 fois 4 voies, et ça sur 2 étages. Donc, j'ai fait le calcul, on est passé finalement de 2 voies à 48 voies. Et ces 48 voies, elles étaient en plus pleines de voitures, de bouchons, et pour montrer l'explosion en une quinzaine d'années de comment ça a évolué en fait. Il y avait peu de voitures. Enfin, c'est quelque chose, quand on est rentré en 2012, quand on est retourné à Wuhan en 2012, la ville était méconnaissable. On est arrivé là où on habitait avant et c'était absolument méconnaissable. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais partager parce que je pense que ça montre, on parle beaucoup de croissance, etc., d'explosion, mais là, c'est vraiment très concret en fait, c'est très frappant. Voilà. Après, avec ça, va l'urbanisme et la construction de centaines et de milliers d'immeubles. Donc, c'est pareil, hein, ces routes, forcément, elles desservent des nouvelles habitations. Et c'est pareil, on habitait, donc, nous, en 2003,
et en 2018 au même endroit, à quelques centaines de mètres. Sauf qu'en 2003, on était vraiment à la périphérie de Hanyang et on partait en VTT dans les petits chemins et dans les rizières. En 2018, on était au milieu de la ville. Voilà, donc avec des immeubles de partout et qui ne cessaient, le métro. Donc il n'y avait pas du tout de métro en 2003, il y avait un métro qui desservait absolument toute la ville en 2018. Voilà, donc il y a une croissance et une. J'aime bien ton histoire de jardinier. Tu nous la racontes aussi, l'histoire que ton épouse raconte volontiers. Alors, laquelle est-ce C'est les jardiniers de Wuhan qui équipent la ville. Oui, effectivement. Alors ça, effectivement, c'est encore plus. Alors là, c'est en un claquement de doigts, mais les Chinois sont capables de faire ça, c'est-à-dire de construire une route, etc. Et puis du jour au lendemain, le terre-plein qui est entre les deux routes sur des dizaines de kilomètres, du jour au lendemain, il n'y avait pas d'arbres et il y a une forêt d'arbres. Et quand on dit du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain, parce qu'en plus, ils font ça souvent le soir, la nuit, pour ne pas gêner la circulation. Et là, on a un balai de camions qui amènent des arbres qui ont été plantés dans des plantations à l'extérieur de la ville et qui amènent des centaines et des centaines de camions, avec à chaque fois le petit équipage qui va prendre les arbres, les placer, les remettre en terre, etc. Et le lendemain matin, tout le monde est parti et on est sur la route et on se dit, il s'est passé quelque chose. Et on réalise qu'en fait, il y a des arbres sur des dizaines de kilomètres de nouvelles routes. Et ça s'est fait vraiment en un clin d'œil. Et effectivement, ça, c'est. Alors, ça marche pour ces arbres. Mais moi, c'est une image de la Chine que j'ai, c'est que la Chine est capable de vraiment, en un claquement de doigts, de changer quelque chose de fondamental. Si le gouvernement décide que, tiens, il y a trop la vitesse, il y a trop de morts à cause de la vitesse sur les routes. Du jour au lendemain, on est capable de dire, on change les panneaux, on dit à la population, attention, vous conduisez moins vite, sinon il va y avoir des pénalités. Et du jour au lendemain, on se rend compte que les gens ont changé nous, ça nous prend des mois et des années pour changer de 90 à 80 et encore, on va manifester entre-temps. En Chine, c'est en 2 jours. Voilà, en 2 jours, on baisse la vitesse et on respecte parce qu'on nous a demandé de le faire. Et c'est assez remarquable. C'est des changements assez fondamentaux qui se font très, très rapidement. Tu nous fais signe quand tu as envie de passer la parole à Jean, mais continue tranquillement, sauf si tu souhaites qu'elle intervienne, elle. Hein. Ok, moi j'avais juste pareil sur du très concret de transformation sur le laps de temps dans lequel on a vécu en Chine. Moi je fais pas mal de sport et donc en 2003, il n'y avait absolument aucune compétition. En tout cas, il y avait certainement des compétitions professionnelles parce que les Chinois sont aussi une nation assez importante dans le sport mondial, mais en tout cas, il y avait très peu de sport amateur. Pas de compétition, de marathon pour les amateurs, de courses, etc. Et ça a petit à petit évolué, mais toujours pareil, je ne vais pas refaire tout l'historique, ça serait trop long, mais l'année où on est parti, il y avait en Chine à peu près un marathon chaque week-end dans une ville de Chine. Un marathon de 40 000 personnes. Et pour avoir fait celui d'Ouran, 40 000 personnes, il y avait 120 000 ou 150 000 personnes qui demandaient. Donc tous les week-ends, c'est tirage au sort dans tous ces marathons. Parce qu'il y a énormément de monde qui s'est mis. Le sport est devenu quelque chose que tout le monde fait. Donc vraiment dans toutes ces années-là, on est passé à aussi une explosion sur le sport amateur et la course à pied notamment, qui est assez impressionnant. Il y avait absolument des courses tous les week-ends, des milliers de personnes, des trails dans tous les sens. C'est limite que l'embarras du choix en fait. Et ça, moi je suis pas un spécialiste d'économie, etc., mais ça montre aussi que les Chinois ont plus eu accès aux loisirs finalement dans ces années-là. Donc il y a des gens qui ont plus d'argent, qui ont plus de temps pour s'adonner à des loisirs. Et ça a été un changement assez frappant. Merci William. On passe la parole peut-être à Jong. Alors Jong,
tu choisis ce dont tu as envie de parler, hein, comme tout le monde. Ça peut être de santé parce que tu es médecin, ça peut être Voilà. d'éducation parce que tu as des enfants, etc., hein, comme tu veux. D'accord, justement, j'aimerais bien parler un peu le domaine santé en France et en Chine, la différence, quoi. Oui, vas-y, eh ben, écoute, D'accord. vas-y, hein, et les autres compléteront s'ils le souhaitent, hein. D'accord. Alors, moi, je sais que les Français sont tellement fiers de votre sécu, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir un sécu. Alors, les Français nous critiquent beaucoup comme, Ils sont fiers de la Sécu, hein, c'est ça, voilà, la sécurité sociale. voilà, c'est ça, la sécu, la carte. Alors, moi, parce que moi, je travaille dans le domaine santé, moi, enfin, je regarde aussi, d'accord, on a la sécu, mais alors, pour consulter chez un médecin, il faut combien de temps en général? 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois en France? Tu veux dire en Chine ou en France? En France? Ah oui, mais raconte-nous comment c'est en Chine, vas-y. Parce que en Chine, c'est quasiment tout de suite, hein. Si aujourd'hui on ne se sent pas bien, on va à l'hôpital, on va voir, enfin, on peut avoir un médecin tout de suite, en général, hein. Même les spécialistes. Et les IRM, les scanners, le radio, machin, voilà, c'est tout de suite. Mais en France, enfin, en général, voir un médecin généraliste, souvent c'est combien? 2 jours, 3 jours? Enfin, c'est le plus rapide déjà. Si on veut voir des spécialistes, ben, à Albertville, si vous voulez voir un thermo, c'est 6 mois, 1 an. Alors, Et donc, quelle est la qualité de la santé? Elle est bonne? Toi qui es médecin, tu constates, enfin, c'est ce qu'on te dit en tout cas, que la qualité est bonne en Chine, bah globalement. oui, bah oui. Ouais. Et voilà. Et Mais ici, beaucoup de gens se soignent avec des médecines traditionnelles également, non? je sais pas. Enfin, Bah, peut-être je vais par rapport à la médecine chinoise, Ron. Alors, la médecine chinoise, il faut vous expliquer en Chine, c'est un peu intégré dans notre de vie quotidienne. Par oui, exemple, un jour, un enfant, il a scène du nez. Et le papa et la maman, il va dire, allez, je vais te faire un bouillon. En fait, c'est un bouillon de pois vert. Il va dire, voilà, c'est un bouillon nature froide pour enlever ton feu de ton corps. En fait, c'est quelque part, c'est vraiment, c'est comme en France, je pense que vous avez une façon de soigner aussi, ça s'appelle naturopathie, Oui, peut-être, oui, c'est ça? c'est de l'ancienne génération. Il y en a souvent enfin, qui savent faire, hein. C'est les papis-mamies. Il y en a, ils savent, hein. Oui. En Et, France, hein. oui, et puis en Chine, on quand même soigné beaucoup avec en médecine chinoise. Quand En- un peu, les parents, souvent, c'est médecine chinoise à la base, de toute façon, c'est un traitement de prévention. Donc, quand on sent, voilà, c'est bientôt l'hiver, il faut se préparer son fond d'immunité. Donc, on va aller voir un médecin chinois, il va t'expliquer, voilà, pour prévention, vous allez boire telle potion. Donc, il va faire une grande liste. Il va à la pharmacie, donc la pharmacie prépare les plantes. Donc, on va boire cette potion peut-être pendant 7 ou 9 jours et ensuite, on attend le résultat. On s'est dit, on s'est préparé. Et aussi, beaucoup de, par exemple, le cancer, les comment dire, maladies chroniques. les maladies longues Ouais. aussi, on soigne souvent en parallèle avec les médecines chinoises pour préparer préparer le corps, par exemple, avant une opération ou après une opération. Donc, c'est souvent, on se soigne en parallèle à la médecine occidentale. On peut dire ça. Merci, Wen, d'avoir complété. Est-ce que, William, tu as été malade en Chine? J'ai pas été très malade. J'ai eu quelques pépins
on va dire, sportifs, genoux récalcitrants, etc. Donc, la dernière année surtout. Donc, effectivement, je suis allé, j'ai fait appel, moi, à la médecine chinoise. Donc, ça a été exactement comme elle l'a décrit, hein, avec aller chez un médecin qui va prescrire toute une dose de potions magiques, vraiment, hein, d'herbes, etc., de tisanes. Dans un premier temps. Et puis après, j'ai aussi, pour le coup, là, j'ai eu un traitement. Alors, je ne m'y attendais pas parce que j'ai un copain qui avait le même souci que moi. Donc, enfin, en tout cas, ce qui semblait être le même, qui m'avait dit, si, tu vas voir, il va te faire un peu d'acupuncture, etc. Bon, donc, il m'emmène parce qu'il parlait bien mieux chinois que moi. Et puis, donc, il commence effectivement à me faire ça. Et à un moment donné, il prend une seringue et là, il me la plante dans le genou. Mais alors, pas du tout, c'était pas du tout de l'acupuncture. Et donc, on n'a jamais trop su ce qu'il m'avait mis dans mon genou. Mais ça m'a guéri. Merci du témoignage. Et Jong, tu étais sur les différences. Si tu as envie d'en donner d'autres, vas-y. Hein. Oui, mais ça, comme William, enfin, je sais pas, je sais qu'à Wuhan, il y a les hôpitaux français. Et enfin, je tutoie. Hein. Oui. Alors, tu avais consulté chez les médecins français là-bas? En fait, on avait, nous, un médecin français qui… Oui, il y a une clinique, c'est ça? C'est ça, voilà, qui s'occupait de la communauté française. Ouais, donc, ouais. on pouvait aussi… D'ailleurs, je lui avais raconté, parce que moi, il m'avait dit, bon, bah oui, là, tu t'arrêtes un mois de faire du sport. Donc, bon, je ne lui avais pas dit… je lui avais pas dit que j'étais… Donc, je lui ai raconté après mon histoire. Il m'a dit, mais t'es fou, t'es inconscient. Mais bon, non, mais ça s'est très bien passé. Oui. Oui, parce que moi, j'ai ma famille à Wuhan. Je connais à peu près. Quand j'étais petite, je vais souvent à Wuhan, mais bon, voilà. Et tous les échos que nous avons disent qu'on est plutôt bien soigné, effectivement. Hein, donc, d'après ce que, y compris d'ailleurs de façon plus rudimentaire, mais hors des villes, ce sont les échos qu'on peut avoir. Jong, est-ce que tu avais d'autres thèmes que tu voulais évoquer quant aux différences? Je sais pas, ça. Enfin, j'ai eu non, mais j'ai eu ce soir, on est plutôt les personnes plutôt âgées. Je pense que la retraite, ça vous intéresse? Ah oui, raconte-nous la retraite, c'est très bien. Oui. Alors, c'est pour ça que je voulais vous parler un peu de la retraite chinoise. Ouais. Alors, du coup, si j'ai bien compris, hein, et ici, la retraite française, c'est super compliqué. On a combien? 63 systèmes. Régime, oui. Aussi, voilà. Et souvent, les gens pensent qu'en Chine, on n'a pas de retraite. Et en réalité, oui, on a leur retraite, on a bien leur retraite, surtout, avant, oui, parce qu'il y a c'est des fonctionnaires qui vont avoir les retraites. En fait, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la différence entre le sexe, c'est-à-dire que les femmes et les hommes à peu près le même âge, c'est ça? 60 ans, 62 ans. En Chine, aussi, il y a la retraite un peu compliqué, mais pas autant qu'en France. C'est-à-dire que… Ta retraite à quel âge alors en Chine? Alors, c'est justement, je vais parler. Alors, pour les cadres masculins, je dis monsieur, 60 ans. Et pour les ouvriers, ça dépend. Si c'est vraiment les manœuvres trop lourdes, ça peut être 50 ans. Ça peut être 55 ans. Alors, pour les femmes, pour les cadres, avant, c'est 55 ans. Et pour les ouvriers, c'est soit 45, soit 50. D'accord. Et le montant des pensions permet de vivre une vie à peu près correcte. Comment ça te paraît? Oui. Oui. Ouais, Ron, je peux te compléter un peu. Super.
Ouais. Alors, pour les femmes, je prends l'exemple de mes parents. Ma mère, elle travaille dans l'école, elle travaille dans les bureaux et elle a sa retraite à 54 ans. En fait, en Chine, pour les femmes, souvent, il y a une retraite, ça s'appelle pré-retraite. Donc, on prend la retraite un an avant la date, comment dire, l'anniversaire de 55 ans. Pendant cette année-là, elle va toucher sa salaire complète pendant cette année-là. Et puis, ça permettra, en fait, si la personne qui reprend sa place, s'il y a des questions, ma mère se rend disponible pour les renseigner. Donc, généralement, elle vit sa vie pré-retraite tranquillement à la maison, elle fait ce qu'elle veut. Mais quand l'entreprise ou l'école a besoin d'elle pour se renseigner la nouvelle personne, ma mère se déplace à aller l'aider ou répond au téléphone pour l'aider. Donc, ça s'appelle pré-retraite. Et après, au niveau de, comment dire, les retraites actuellement, depuis certaines années, j'entends tous les années, il y a des augmentations de 3 à 5%. Même les personnes les plus âgées. Oui. Mon grand-père, il a 92 ans. Et chaque année, il prend une augmentation de retraite. Oui. Il doit toucher à peu près par mois autour de 1 000 euros. Lui-même, personne. En fait, avant, il était juste un ouvrier qui travaille dans pour on peut dire, plomberie dans l'entreprise. Voilà. Et il peut... Donc, c'est assez rigolo parce que mon grand-père, chaque fois, il a une augmentation de salaire de retraite et il nous annonce tout le monde dans la famille. Il dit, allez, j'ai une augmentation, je vais vous inviter tous au restaurant. Donc, Oh, ouais, on sait qu'on va aller chez le dermatologue à Wuhan quand on y passera. Et puis, peut-être qu'on restera pour prendre la retraite. Donc, c'est ce qu'on a appris ce soir. Voilà, c'est quelque chose voilà. surtout récemment en Chine. Les gens ils sont assez satisfaits par rapport à ça parce qu'ils voient une progression dans leurs revenus et progression de qualité de vie. Et c'est ça que je veux. Voilà. Est-ce que William veut compléter sur ces points-là avant qu'on donne la parole au public pour poser des questions à droite à gauche sur des thèmes? Moi, j'en ai comme d'habitude 50, mais je voudrais que le public puisse en poser. William? Non, c'est bon pour moi. Moi, j'avais un petit point sur quelque chose qui m'avait marqué tout le temps en Chine, c'est le pragmatisme, l'efficacité, en fait. On va droit au but. Et notamment, vous savez, cette phrase, encore maintenant en France, quand on rentre à la boulangerie, on nous dit sans contact. Et quand on est rentré l'été où ça a débuté en France, le sans contact, nous, ça faisait déjà des années qu'en Chine, avec le téléphone portable, avec le lecteur de QR code, ben, on peut se payer, on peut se donner de l'argent entre amis, on peut tout faire en fait très 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 facilement. Et sans trop se soucier même si c'est très sécurisé, mais voilà, et ça marche. On se rend compte que ça marche, alors on l'utilise et puis c'est utilisé par tout le monde et même le petit vendeur de fraises dans la rue qui n'a pas de lecteur de carte CB, etc. Il a une petite pancarte avec un QR code et on le paye comme ça. Et c'est d'une efficacité redoutable et on se dit des fois, ben oui, pas étonnant aussi qu'il y ait une telle croissance, une telle effervescence, une telle rapidité. Alors que nous, on est encore à se dire, est-ce que pour 2,50 €, est-ce qu'on fait sans contact ou est-ce qu'on tape son code, quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est… Merci beaucoup de ce point-là, William. Et on te recontactera parce que, alors, j'ai parlé il y a 2 jours avec l'attachée culturelle française qui est à Chengdu. Et nous avons eu une longue conversation et elle a accepté de venir faire une conférence un jour pour parler de la Chine d'aujourd'hui et notamment de toutes les questions justement de progrès techniques et scientifiques. Et dans la conversation, je lui ai posé quand même la question, est-ce que, bon, c'est très net, il y a des progrès techniques énormes, très rapides, est-ce que les gens se posent des questions sur ce sujet-là, comme c'est le cas en France? Et elle m'a dit, ben non, on est dans la même dynamique qu'il y avait en France pendant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire qu'on a pris tout un tas d'évolutions
que ce soit machine à laver, aspirateur, etc., de façon très rapide. Et en fait, la critique n'est pas au rendez-vous au même moment. Donc, c'est un point sur lequel, très probablement, on ira beaucoup plus loin à l'Université populaire dès qu'on pourra retrouver les activités en présentiel. Ce que je vous propose, chers amis, c'est de profiter maintenant de nos 3 interlocuteurs en posant des questions. Ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur les loisirs, la culture, l'individu, la société, justement la technologie, les RAN et le reste du pays, l'écologie, que sais-je, la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle. Les sujets sont nombreux et je pense que vous avez… Alors, il y avait quelqu'un du groupe, Monsieur Lévesque, qui souhaitait nous donner des conseils. Est-ce que Michel Lévesque a envie de nous donner quelques conseils, justement, sur le… Michel, la parole est à toi. Oui, bonsoir. Je deviens un fervent des conférences d'Albertville et je me disais que même après la pandémie, j'ai l'impression qu'il faudrait continuer à avoir ce genre de conférences parce que c'est bien pratique. On en est à 88 et on n'a pas l'intention de s'arrêter. Ah ben c'est très bien parce que précédemment, on n'était pas… Moi, je suis plutôt avec l'Université populaire de Chambéry. Et j'avais pas cette liaison et je trouve ça très pratique. Voilà ce que je voulais dire. Donc, continuez et je les trouve de qualité. Voilà. Alors, j'ai envoyé un message à tout le monde là, puisque je voudrais faire part un petit peu de, si ça intéresse tout le monde, de mon témoignage par rapport à la Chine, puisque moi j'ai eu la possibilité d'y aller dans les années 90 et d'y aller plusieurs fois depuis. Et les premières fois, c'était pour raisons professionnelles. Et en fait, on a vu, évidemment, ce que je mets dans mon message, une évolution colossale. Alors, à l'époque, j'ai surtout fait Pékin et Shanghai. Et puis ensuite, touristiquement, j'ai eu l'occasion d'y aller, d'aller faire des tours à vélo, ce qui était assez amusant en campagne. Et puis d'y aller par moi-même ensuite, la dernière fois, c'était il y a 3 ans. En fait, ce que je voudrais dire, c'est… Une question pour toi. Bon, tu entends régulièrement parler de la Chine dans les médias. Est-ce que la Chine que tu vois correspond à celle dont tu entends parler dans les médias? Je dirais que comme c'est un continent, ce que l'on entend dans les médias est forcément focalisé sur quelque chose. Et en fait, alors je n'ai pas du tout la prétention de connaître la Chine dans ses grandes longueurs, puisque c'est vraiment un continent. L'image qu'on peut avoir sur Pékin et sur Shanghai est une image forcément déformée. Shanghai est une vitrine. Pékin, c'est le côté administratif et officiel. C'est difficile de répondre à ta question parce que mais c'est comme en France pour certaines choses. Quand on entend les médias sur certaines choses en France ou aux États-Unis, c'est forcément déformant et focalisé. Donc, ça ne donne pas une idée d'ensemble. Donc, on ne peut pas vraiment répondre à ça. Par contre, les grandes tendances y sont. C'est évident que les changements constatés sur une trentaine d'années sont colossaux, que l'histoire que citait William, la plantation des arbres en une nuit, ça s'est fait. Quelquefois, ça se fait avec pas forcément pleine réussite, parce qu'ils l'ont déjà fait dans d'autres lieux touristiques où ils ont planté des arbres. D'ailleurs, ça fait un peu scandale, ils ont déraciné des arbres centenaires qui étaient dans un parc ou je ne sais pas quoi pour les amener dans une ville. Et malheureusement, les arbres n'ont pas repris malgré les soins qu'ils avaient pu apporter parce que la nature, elle reprend ses droits. Donc, en fait, il y a des moments, il y a des exagérations complètes, c'est évident. Ce qui est complètement impressionnant, c'est de s'apercevoir, moi, que les premières fois que j'ai été à Pékin, donc on était exactement dans le cas de William pour la ville où il était. Moi, j'ai vu les grands boulevards de Pékin avec uniquement l'allée centrale, les 2 allées centrales, sinon l'allée centrale, parce que ça se croisait au Petit Bonheur la Chance, uniquement par à l'époque, donc c'est dans les années 94-95, il y avait 18 000 voitures à Pékin. Il y en a 18 000 officiels et 18 000 privés.
Donc, ça faisait que 36 000 voitures, ce n'était pas énorme. Donc, en fait, l'ensemble de la circulation se faisait à vélo. À vélo, et même pas les mobylettes à l'époque, enfin, même pas les petites motos. C'était essentiellement à vélo. La dernière fois qu'on a pu un petit peu traîner dans Pékin, alors si je prends une des dernières fois, c'était il y a 3 ans, eh bien, les vélos sont malvenus, ils sont sur les trottoirs, au même titre que les piétons. Les trottoirs sont certes larges, mais l'ensemble de la circulation se fait d'une manière bloquée d'ailleurs, sur toutes les voies qui précédemment existaient pour les vélos. Donc ça, c'est vraiment les changements. D'ailleurs, ils vont évidemment vers des problèmes colossaux du point de vue encombrement, mais comme a très bien dit William, le jour où ils décident de résoudre le problème, ils le résolvent. Donc en ce moment, sur Shanghai, où il y a vraiment des gros problèmes d'encombrement, eh bien, le système des voitures, alors j'espère ne pas me tromper, mais nos deux interlocutrices chinoises me diront l'inverse, mais le système pour réguler le flux de voitures à Shanghai fait que les plaques d'immatriculation, puisque les plaques sont payantes, et les plaques d'immatriculation coûtent le prix d'une voiture. Donc évidemment, ça calme. Mais ça calme, mais en même temps, ça encourage un certain public. Donc il ne faut pas dire non plus que, il ne faut pas imaginer que la Chine a un côté social évident. En tout cas, sur les grandes villes comme Shanghai et Pékin, je ne l'ai pas ressenti. Merci. Alors maintenant, témoignage. Ce qu'on peut faire peut-être, termine ta phrase, excuse-moi, on se coupe toujours la parole avec Zoom, je suis désolé. Et après, on donnera la parole à nos amis pour poser des questions. Vas-y, termine ta phrase. Je ne vais pas monopoliser la séquence. Ce qui a été très intéressant, c'est le voyage à vélo que j'ai fait là-bas, donc qui a duré 3 semaines. Et là, nous étions accompagnés par une pseudo-agence tournée vers le sport. Et en définitive, il s'était promu agence assez rapidement. On s'est aperçu qu'en fait, les guides qui nous avaient envoyés, il fallait qu'on les aide parce qu'on était dans une région de collines, donc ça montait, ça descendait. Et en définitive, on s'est débrouillé tout seul. Ça s'est très bien passé dans le sens qu'on a pu tout le long découvrir plein de choses, parce que l'accueil était, bien que la barrière de langue était évidente, puisque ça ne parlait pas anglais, et évidemment, nous ne parlons pas chinois, mais en définitive, avec les gestes, avec des photos, on s'est très bien compris, et on a pu visiter des choses complètement extraordinaires, donc des exploitations agricoles, ce que je cite un petit peu dans mon message. Exploitation agricole, on a découvert complètement comment on fabrique les champignons noirs depuis le début jusqu'à la fin, comment on utilise les bambous, etc., les distilleries, etc. Donc c'était super intéressant. Et un autre aspect qui est vraiment propre à la Chine, c'est la réactivité. Nous étions quand même un groupe d'une 30aine de personnes, et on arrivait dans des villages sans qu'il y ait strictement rien de réservé pour les repas. Eh bien, en un quart d'heure, toutes les familles se regroupaient et peut-être pas en un quart d'heure, mais en une demi-heure, le repas pour 30 personnes était prêt. Les gens avaient apporté des légumes de tous les côtés, etc. Et ce que nous avons mangé à l'occasion de ces déjeuners était vraiment d'une très bonne qualité paysanne, qui n'avait rien à voir avec nos restaurants chinois en France. Donc la réactivité. Un grand merci qui nous met l'eau à la bouche. Et il faudra sûrement qu'on fasse une deuxième rencontre pour découvrir tout ce que tu as parcouru. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on peut y aller tout seul. On peut y aller vraiment, c'est un pays sécurite. Évidemment, il est dictatorial, donc il est sécurite. Mais on peut y aller pratiquement tout seul. Les dernières fois que je l'ai fait avec ma femme, on a pris simplement un hébergement pour la première nuit. Et puis ensuite, on se débrouille tout seul, on arrive toujours à trouver ce qu'on veut. Et évidemment, à Shanghai et à Pékin, ça parle anglais. Donc, on n'est pas vraiment gêné. Et on veut avoir accès à un musée, on veut avoir accès à un petit restaurant un peu plus local, etc. On demande et on nous conduit. Donc, de ce côté-là, c'est assez extraordinaire. Merci Michel. Alors, tu as prononcé un mot sur lequel on reviendra ultérieurement, y compris donc avec cette personne de Chengdu qui viendra nous faire une conférence.
je lui ai posé la même question concernant le mot dictatorial. Elle dit c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ceci, en soi, nécessitera une conférence particulière. C'est pour ça qu'on ne va pas forcément l'évoquer là parce que ça sera très long. Mais j'ai sciemment caricaturé en mettant voilà. dictatorial pour un pays aussi grand que la Chine. Voilà. Mais c'est une bonne question et une question complexe, donc on ne peut pas bâcler en 2 minutes. Les autres, avez-vous des questions ou des remarques et sinon, on repassera la parole à William, à Jong et à Wen. Alors, moi, j'en aurais une sinon, hein, c'est sur l'éducation des enfants, puisque vous avez… Est-ce qu'on s'éduque de la même manière en Chine et en France? Est-ce que l'éducation est reçue de la même manière en Chine et en France? Est-ce que c'est valorisé l'éducation en Chine ou pas? Oui, c'est très, très, très valorisé. Alors en Chine, comment dire, la Chine, ils a vécu une période assez difficile, le niveau d'éducation était assez bas. Je veux dire, le niveau d'éducation basse, c'est-à-dire la génération de mes grands-parents ou à l'arrière-grands-parents, qui ne sont pas reçus, surtout les femmes. Certaines femmes, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école, comme ma grand-mère côté maternelle. Et c'est pas depuis le pays s'établit et puis ce qu'on toujours communiqué depuis qu'on est tout petit, c'est que l'éducation, c'est le futur du pays. Alors, c'est vrai, la Chine, il a investi énormément sur l'éducation. En parallèle, les parents, comme c'est une autre histoire, c'est que les parents, comme on a des enfants uniques ou aussi qu'ils ont vécu une période assez pauvre, les parents essaient de donner tout leur maximum et les moyens dans l'éducation des enfants. Merci. Toi, William, qui exerce dans le domaine de l'éducation, est-ce que tu as remarqué des différences ou des similitudes? Eh ben, c'était effectivement une vraie question, ça. C'était j'ai envie de dire, dans une des questions avec lesquelles je suis parti en Chine, c'était de me rendre compte, est-ce que l'éducation était… On entend toujours des choses sur l'éducation en Chine, sur le fait que ce soit strict, que ce soit qu'il n'y ait pas beaucoup de place à la créativité, etc. Donc, alors, je ne sais pas si j'ai la réponse, j'ai des éléments de réponse. On a pu, avec l'école française, très régulièrement établir des contacts et des échanges avec des écoles chinoises. Les 2 dernières années, d'ailleurs, on avait fait carrément un échange scolaire, c'est-à-dire que nos petits CM1, CM2 sont partis dans des écoles alors, qui en fait étaient sponsorisées un petit peu par le partenaire de Peugeot, qui donc devait être mécène sur des écoles. Ils avaient choisi des écoles dans la région du Roubaix et donc on avait ce lien un peu privilégié d'entreprise pour faire le lien avec cette école. Donc nos élèves de CM1, CM2 sont partis une semaine dans cette école. Donc c'était une école qui accueillait des internes, donc ils étaient aussi avec eux à l'internat. Voilà, ça c'était un des échanges qu'on a pu faire. Ce que je peux dire sur l'éducation, ce dont on a pu se rendre compte, c'est que les conditions sont pas, on va dire, idéales. C'est-à-dire que nous, on est tout le temps en train en France d'essayer, parce que c'est pas le cas, mais d'avoir le moins d'élèves possible. En tout cas, pas de grands groupes. En Chine, on a quand même des classes qui sont assez chargées. Par contre, il y a, j'ai envie de dire, alors j'étais pas là il y a 50 ans, mais je pense qu'il y a encore un vrai respect du professeur, du système éducatif. Donc les élèves sont assez respectueux, voilà, écoutent en classe, ne font pas trop de bêtises, on va dire. Et ensuite,
on a quand même l'impression qu'il y a effectivement, alors il y a une grosse pression pour les élèves. Il y a une grosse pression pour les élèves et pour les familles. On sent que effectivement, l'éducation, ça sera le passeport pour la réussite. Alors ça, on s'en rendait compte en allant dans les écoles. On voit des élèves qui sont hyper motivés, très stressés à l'approche des examens. Ça, c'était aussi le cas. On pouvait en parler avec tous les gens chinois qu'on connaissait qui avaient des enfants en âge d'arriver au terme de leur lycée et donc à leur baccalauréat à eux. Et il y avait une énorme pression vraiment sur l'enfant, sur la famille. Voilà, c'est une clé de la réussite, comme ça peut l'être pour nous, mais voilà, on ne sent pas cette pression. Merci. Est-ce que soit toi, soit Wen, soit Zhong pourraient nous parler de la relation en famille? Est-ce qu'on éduque les enfants en Chine comme on les éduquerait en France, ou est-ce que c'est très différent, ou est-ce que ça dépend des familles? Zhong, toi qui côtoies, tu as des enfants qui sont biculturels. Est-ce que c'est la même façon d'éduquer que tu vois en France et celle que tu as vue en Chine? On peut dire que pour les jeunes générations comme moi et Ewen, surtout on est en France, hein, mais moi j'ai une tendance d'adapter à la française, quoi. Pareil. Et si vous étiez en Chine, qu'est-ce qui changerait? Est-ce que ça serait plus strict, moins strict, plus, je sais pas. Plus strict, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai, en Chine, il y a une ambiance en compétition quand même entre les enfants. Et il faut avouer qu'en Chine, les enfants, pour aller plus loin, ils ont quand même beaucoup de pression. Par exemple, le week-end ou des jours de repos, les parents, ils vont les amener faire des formations, soit la calligraphie, soit la musique, soit pour avoir plus de valeur ajoutée, ajouter plus de valeur dans leur future étude. Parce qu'en Chine, si tu veux aller dans les meilleures écoles, il faut avoir plus de points. Non seulement dans des examens et aussi tout ce qui est parallèle dans les cultures, dans les arts ou du sport. Donc, les enfants sont très chargés. Des fois, c'est vrai, de vue l'extérieur, je trouve que c'est quand même souvent très difficile, non seulement pour les enfants, même pour les parents. Le temps, l'énergie aussi, de moyens, de l'argent. Donc, ça coûte très cher en Chine actuellement d'élever un enfant. Merci beaucoup pour l'éducation. Merci beaucoup pour ce témoignage. On ne peut pas ne pas évoquer, je regarde s'il y a des questions, s'il y en a qui lèvent la… Oui, Chantal. Chantal. La parole est à toi, Chantal. Mais tu mets ton micro pour avoir la parole. Voilà. Non, on ne t'entend pas. Voilà, bonjour et merci à tout le monde. J'ai plein de souvenirs à vous entendre tous. Là, en 2018, j'étais pour une formation en Chine, mais une formation de Qigong. Et en fait, je retrouve bien ce que vous disiez par rapport aux mariés qui se faisaient photographier sur les plages de Bédareux ou les couloirs. Alors moi, j'ai constaté que la circulation à Pékin et à Shanghai, il y avait beaucoup de couloirs pour les vélos et les motos. Et énormément de voitures. Et la personne qui partageait ma chambre avec la Française qui était avec moi disait que sa cousine avait vécu en Chine une dizaine d'années et qu'il y avait moins de voitures et maintenant il y a plus de voitures, l'inversant est là. Et voilà, je rejoins aussi ce que disait Monsieur l'évêque, la chaleur, l'amitié, la curiosité des Chinois, toujours avec un petit sourire et dépannant. On était nombreux, chaque fois qu'on arrivait, le repas était prêt. Enfin, vraiment, voilà, c'était pour ça. Et puis, au niveau pharmacopée, j'ai eu l'occasion de visiter la grande pharmacie de Shanghai, qui est sur 2 niveaux. Donc, au rez-de-chaussée, c'est la pharmacie, on va dire, la pharmacopée traditionnelle chinoise. Et à l'étage, c'est la pharmacie
européenne, on va dire, voilà. Et le guide qu'on avait nous disait que les Chinois allaient beaucoup plus voir maintenant la pharmacie, laisser tomber la pharmacie traditionnelle pour la pharmacie, la pharmacie qu'on utilise le plus souvent. Mais bon, voilà, moi c'est un point de vue du guide. Après, je peux pas trop juger, mais effectivement, quand on étudie le Qigong, on parle bien de la pharmacopée chinoise. Voilà. Beaucoup de ces témoignages, et moi je recueille des témoignages de ce soir, finalement une certaine envie de poursuivre le projet qui est le nôtre, que de monter un voyage dès que ça sera possible. Alors, il y a malgré tout, il y a un sujet, je dis, qu'on ne peut pas ne pas évoquer, puisqu'il est souvent évoqué pour la Chine. Est-ce que du point de vue écologique, on est réellement dans un énorme souci? Ou est-ce qu'on respire aux endroits où vous étiez, William, ou est-ce que c'est effectivement un problème qu'il va falloir prendre à bras-le-corps rapidement? Alors bon, moi, de toute façon, hein, c'est toutes mes réponses. Je ne suis pas un spécialiste. Après, est-ce qu'on respire? L'air de Wuhan a été absolument irrespirable au début de notre deuxième expatriation, en 2012, pendant quelques années. C'est vrai que déjà dans notre première expatriation, on avait, je ne sais plus comment on appelait ça, mais il y avait une couleur du ciel de Wuhan. Il faisait jamais, le ciel n'était jamais bleu en fait à Wuhan. Tout le temps un peu gris. Alors, ça peut s'expliquer parce que c'est une cuvette et donc il y a beaucoup d'humidité. Ça, voilà, il y a une sorte de chape de nuages qui est tout le temps là. Mais on se rendait compte quand même que sur les périodes du Nouvel An chinois, lorsque les entreprises s'arrêtent, le ciel bleu réapparaissait. Voilà, donc ça, c'était dans les années 2000. Et en 2012, effectivement, là, non seulement c'était irrespirable, mais les autorités je pense, n'ont pas pu résister en fait au fait qu'il fallait qu'il y ait des indicateurs et des sites internet qui ont commencé à publier en fait ces fameux taux de pollution de PM10 et 2,5. Et on s'est rendu compte que c'était dramatique en fait, vraiment. Donc pendant quelques années, ça a été de juste avoir ces chiffres, connaître ces chiffres et puis s'affoler un petit peu, porter des masques lorsque c'était trop grave. Nous, à l'école, on avait dû faire des protocoles en relation avec l'ambassade à Pékin. Selon les taux, les élèves avaient le droit ou pas d'aller en récréation, avaient le droit ou pas de sortir. Donc, c'était très contraignant. Toujours pareil, avec des périodes où, lorsque les entreprises s'arrêtaient, il n'y avait plus de pollution et le ciel était bleu. Donc, ça a duré quelques années. Et puis, donc à Pékin, moi je parle de Wuhan qui était déjà assez grave. On montait, je crois qu'on s'affole un petit peu sur le périphérique à Paris lorsqu'on est à 80. Nous, à 80, c'était une très très bonne journée. On était plutôt à 120, 150 de moyenne, et puis on pouvait monter à 200, 400, 500. Là, avec vraiment une atmosphère chargée, le soir, à la tombée de la nuit, un brouillard comme vous pouvez tomber sur un brouillard à cause du froid, quoi. Hein. C'était vraiment, voilà, c'était assez impressionnant. Et à la campagne? Alors, à la campagne, lorsqu'on s'éloigne vraiment des villes, non, c'était beaucoup mieux. Et à Pékin, par contre, c'était puissance 10, c'est-à-dire qu'on avait pas mal d'amis qui habitaient à Pékin, qui arrivaient à ne plus voir l'immeuble d'en face qui était à 50 mètres. Quoi. Et vraiment, je ne suis pas marseillais. Hein. Donc voilà. Et après, à Pékin, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est ce qu'on disait aussi, hein, en Chine, ils sont capables de faire ça. Ils se sont rendus compte que ça venait d'un bassin d'usine qui, avec le système de vent et qui déversait tout sur Pékin, et tout ça a été déplacé très, très vite. Donc, on déplace le problème finalement. Donc, Pékin est redevenu une ville avec du ciel bleu, etc., beaucoup moins de pollution. Mais cette pollution, elle est certainement ailleurs. Donc après, moi, comme je vous disais, je ne suis pas un spécialiste. Je ne sais pas s'il y a moins de pollution. Je pense que clairement, de toute façon, il y a une prise de conscience. Mais est-ce que le problème est réglé pour autant et bon, après ça, c'est pas que la Chine, hein, malheureusement, la pollution, c'est un peu facile, j'ai envie de dire, de taper sur la Chine.
Nous, les premiers, les États-Unis, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de pollueurs et ça serait bien que tout le monde s'y mette. Ouais. Je crois que Chantal voudrait prendre la parole, puis ça sera peut-être malheureusement la dernière, puisque nous nous efforçons d'être fidèles à nos horaires. Non, Chantal. merci. Non, je l'avais prise tout à l'heure. Merci. D'accord, très Merci. bien. Ben donc, on a le droit à une dernière question, chers amis. Qui s'y colle? Bon, ben s'il y a… Ah, Elisabeth, à toi. Non, mais moi, je voulais poser une question sur allez-y. Je pense qu'Elisabeth, qui n'a pas encore posé de question, a donc la priorité. Et puis, on laissera quand même Michel intervenir. Non, mais ma question, je ne vais pas la poser longtemps parce que j'ai compris que ça fera l'objet d'un autre échange. C'était sur le point de savoir si l'évolution de la Chine allait aussi dans le sens d'une meilleure liberté d'expression pour les journalistes notamment. Alors, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre réunion. Ça sera l'objet, mais j'ai posé cette question donc à notre interlocuteur à Chengdu, qui m'a répondu qu'effectivement, c'est une question là aussi très compliquée, mais qu'en ce moment, autant il y a des améliorations dans plein de domaines, autant sur le plan de l'accès à la liberté d'expression et à l'information pluraliste, c'est effectivement compliqué. Et on en reparlera. Mais par contre, ce qu'elle disait qui est très intéressant, c'est que bon, il y a un certain nombre de films, par exemple, qu'on ne peut pas voir, mais n'importe quel Chinois un peu doué pour les ordinateurs est capable de trouver tous ces films-là sur Internet et que, en fait, les interdictions formelles ne sont pas nécessairement des interdictions respectées et que, y compris, elle évoquait les films LGBT étaient en téléchargement absolument facile par n'importe quel Chinois un peu intéressé par la question. Je vais donner la parole à Michel et puis on conclura. Michel? Alors, juste une seconde concernant la pollution. Donc effectivement, moi j'ai vu le changement au niveau de Shanghai sur plusieurs années, sur une quinzaine d'années. De l'autre côté du fleuve jaune, bien sûr, il y a eu toutes les constructions des tours. Donc tout ça, ça amène quand même pas mal de chantiers et pas mal de poussière. À l'heure actuelle, vu l'activité qu'il y a à Shanghai, entre le premier moment où j'ai vu Shanghai, donc il y a une trentaine d'années, et puis il y a 3 ans, on ne peut pas dire que la visibilité s'est fait beaucoup améliorer. Donc vous avez, moi j'ai vu, c'est pas si pire que ce que dit William avec un brouillard où on ne voit pas l'immeuble d'en face, mais il y a une coloration orange qui perdure sur la partie immeuble, la partie des tours. Et vous avez un soleil d'apocalypse qui essaye de percer ce truc-là. Donc, mais par contre, dans la ville soi-même, on n'a pas porté de masque et on était au mois d'octobre. Pour Pékin, ça fait… Pardon. Comment ? Vas-y. Pour Pékin, ça fait très longtemps qu'il y a de la pollution. Donc, William parlait d'un bassin industriel, ça je ne connaissais pas. Mais par contre, on nous a dit que la pollution par le charbon, alors Pékin est exposé au nord, il y a tout un réseau de collines et de montagnes. Là-dedans, on exploite toujours du charbon. Et vu les vents dominants quand ils viennent de Mongolie, quand ils viennent du nord, eh bien, il y avait une pollution charbon qui était très importante, avec des dépôts très importants sur Pékin, puisqu'il y a une partie de la muraille de Chine qui est construite avec des briques qui sont faites avec du charbon, des agrégats qui sont venus par le vent. Alors, pas la partie la plus visitable, avec des belles pierres, etc. Mais il y a toute une partie de la muraille qui est faite avec les matériaux qu'ils trouvaient sur place ou qui étaient amenés par le vent. Donc, en fait, la pollution à Pékin, je pense qu'elle date de très, très longtemps, ça c'est sûr. Merci Michel. Alors, on ne va évidemment pas terminer par la pollution à Pékin. Moi, ce que je vous propose, c'est de terminer par quelque chose de réjouissant. J'ai posé aussi la question à notre interlocuteur à Chengdu de lui demander quel était son plat préféré. Et elle m'a dit sans aucun problème, c'est la cuisine du Yunnan, cuisine fortement épicée et extrêmement savoureuse,
C'est peut-être sur ces réflexions-là que je vous propose de conclure provisoirement notre échange sur la Chine, qui continuera. On pourra en refaire d'une part, mais également, on vous promet des activités en présentiel, puisque le projet UNIFPOP Chine 2021 se poursuivra en 2021, puis en 2022, etc. Alors, étonnant, personne n'a posé la question du Covid. Et donc, je réponds à une question que vous n'avez pas posée, puisque je l'ai posée à notre interlocutrice. À Chengdu, depuis avril dernier, la vie bat son plein, de façon tout à fait normale. Et en ce moment, notre interlocutrice est en train de préparer la fête de la musique, c'est-à-dire qu'effectivement, pour l'instant, la question de l'épidémie ne se pose pas vraiment. Est-ce que les gens ont des masques? Oui, certaines personnes ont des masques, mais beaucoup n'en ont pas. On pourra éventuellement vous donner des renseignements supplémentaires si vous le souhaitez la prochaine fois. Alors, la prochaine fois n'a rien à voir avec tout cela. Et avant de vous en parler, je remercie très chaleureusement Jong, Wen et William, que je vous prie d'applaudir derrière vos écrans pour les remercier avec moi. Et puis, la prochaine fois, ça sera rien à voir, comme d'habitude. Hein. Ça sera une rencontre avec Anne Dister. Anne Dister est Madame langue française à la communauté Wallonie-Bruxelles. Et c'est elle qui donne des recommandations à la communauté française de Belgique en ce qui concerne la langue française. Et elle s'est spécialisée dans les questions de féminisation. Nous parlerons donc notamment de l'écriture inclusive et je vous assure qu'on a déjà des questions depuis cette semaine. Donc on vous dit à très bientôt. On aura également prochainement une spécialiste de l'Italie qui nous montrera une Italie qui n'a rien à voir avec celle que nous connaissons. Et puis on aura un entrepreneur africain qui nous parlera non pas de l'Afrique, mais de l'entreprise et du développement. Donc, continuez à nous rejoindre. Vous envoyez des petits mots à unifpop@yahoo.com, ce qui nous permet de vous envoyer ce qui se passe. Vous nous regardez sur les réseaux sociaux. Et le jour où on peut, promis, on rouvre. À bientôt.